Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui c'est un moment assez important pour nous tous parce qu'en fait on passe ensemble le cap de la quarantaine. Ah. Et ouais les amis, c'est déjà le 40e épisode du podcast. Bravo déjà. Je suis étonnée qu'on ait tenu aussi longtemps. C'est un miracle. C'était pas prévu pour, mais bon finalement voilà, ça file vite en tout cas. Ce qui est bien c'est qu'on a réussi à faire 40 podcasts avant d'avoir 40 ans. Ouais. Mais toi aussi t'approches le cap de la quarantaine, Philippe, non? Je ferai pas de commentaires. Pour l'événement, justement, on va parler d'un sujet en corrélation avec la quarantaine. On va parler pérennité aujourd'hui. Du coup, on va échanger sur plusieurs choses, l'évolution des techno-web, comment et pourquoi s'interroger sur la pérennité des technos qu'on utilise. Et puis on rentrera aussi un peu plus dans la technique en parlant plus précisément des montées de version. La team du jour, donc, les acolytes, Philippe. Salut. Il y a Arthur. Bonjour. Et il y a un petit nouveau, il y a Ferhat. Salut à tous. Bienvenue Ferhat, j'espère Merci. que tu vas passer un bon podcast. Oui, On va Il faut dire qu'il démarrer. est un peu stressé. Hein. Ouais, bon, c'est le cas. c'est normal. Bon, on va du coup te laisser démarrer. Voilà. Non, la parole à Philippe, on va démarrer comme d'habitude par un point historique. Nous vivons tous un moment historique. Si tu peux nous dire un petit peu, pour planter un petit peu de décor, comment est-ce que le monde du web finalement a évolué et quels sont les grands faits marquants et les grandes technos qui ont marqué l'histoire. Ah ouais, on refait le début, quoi. C'est ça, Alors, la 1930, jeunesse de la jeunesse. Non, alors c'est un résumé qu'on fait très souvent, mais globalement, comment ça a évolué plus ça évolue, plus on rajoute des couches technologiques. D'accord ? Donc on a démarré historiquement avec pas grand-chose, et plus on avance, plus on rajoute des couches d'abstraction. Vous avez au démarrage des langages très simples, puis vous avez des langages un peu plus compliqués, des langages interprétés, semi-interprétés, des machines virtuelles et tout ce genre de choses. Et maintenant, vous avez des conteneurs Docker déployés dans le cloud. Donc voilà, l'objectif ici, c'est de rappeler qu'il y a une encapsulation de plus en plus forte des technologies, et ce qui va nous amener un petit peu au sujet du jour, c'est-à-dire que plus on fait des couches d'encapsulation, plus vous avez de technologie et plus la pérennité des applications que vous allez développer se pose, parce que vous avez toutes les couches qui sont en dessous de vous à maintenir. T'as beaucoup de couches dans une application, Alors un en système fait, applicatif. en tant que développeur, vous avez entre guillemets de moins en moins de couches parce que vous utilisez un langage, un framework. Mais par contre, en dessous de vous, il se passe un tas de choses qu'on pourrait prendre le temps d'expliquer. Ok. Et tu parlais justement là, juste avant de pérennité. Juste si on peut mettre une définition sur ce terme. Alors, ça va être pas une définition. Alors, je vous renverrai la définition Wikipédia. de Wikipédia, mais en gros, la pérennité, au sens où on va l'entendre dans ce podcast, c'est la capacité à une application à être maintenue correctement, efficacement sur le long terme. D'accord ? Le long terme étant en informatique toujours un petit peu sujet à caution, mais c'est de se dire, est-ce que globalement, on est capable de maintenir dans des bonnes conditions une application sur 5, 10, 15, 20 ans ? D'accord ? Il y a une accélération qui a été très forte ces dernières années sur le cycle de vie des produits. D'accord ? Quand on concevait un système en AS400, on le concevait pour 20, 30 ans. Et on est arrivé au milieu des années 2010 à l'extrême inverse où on concevait des applications pour 3-4 ans. Aujourd'hui, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on considère à dire qu'il faut commencer à avoir des applications qui soient maintenables sur le long terme avec des horizons minimum 5 ans, 10 ans et voire 15 ans. Mais aujourd'hui, la pérennité, du coup, c'est un sujet qui est évoqué avant chaque démarrage de projet. C'est un sujet qui doit être évoqué, en tout cas, ou qui, des fois, peut-être passe à la trappe. Alors, c'est un sujet qui souvent passe à la trappe. On le voit bien. En fait, il y a eu une approche un petit peu, mais les gens commencent à y revenir de se dire, ouais, il faut faire du quick and dirty pour tester la fonctionnalité, tester l'appétence métier, tester d'être rapidement sur le marché. Sauf que quand vous faites ça, vous vous retrouvez au bout de 2-3 ans avec une application qui est bonne à jeter. Alors quand tout se passe bien, vous avez les moyens et du coup c'est facile de le redévelopper. Quand tout se passe mal, c'est plus compliqué. Et on voit beaucoup de clients, pas sans l'ignorer, qui nous amènent des applications en audit en disant est-ce que je peux maintenir ça ? Et la réponse malheureusement c'est vous avez fait des petites technos super cool dans votre coin parce que c'était rapide, quick and dirty, mais maintenant on peut juste rien en faire. Ouais. Je pense avec le démarrage d'Angular et de tous ces frameworks web qu'on a eu il y a 3-4 ans, il y a tout le monde qui a voulu s'y mettre. Ça fait plus que 3-4 ans. Plus que 3-4 ans maintenant. On vieillit. Bon, 4-5 ans, 6 ans. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont voulu s'y mettre. Et il y a plein d'applications en AngularJS qui sont plus du tout maintenues par Google, où il faut faire la migration sur Angular qui est infernale. Et on a plein d'applications du coup qui sont mortes quasiment ou qui pourront plus évoluer, et donc les clients n'ont pas autre choix que de tout refaire quasiment. Et je pense qu'on arrive maintenant
une période un peu charnière où tout le monde se rend compte que les applications d'il y a 4 ans, elles tiennent plus et qu'il faut tout refaire, quoi. Et puis il y a aussi, en dehors des langages de programmation, on a vu aussi récemment l'abandon de CentOS au niveau hébergement et tout, qui est vraiment un pilier dans le cloud IBM. Actuellement, CentOS, en fait, il y a Red Hat, il y a CentOS en fait qui dérive de Red Hat. C'est à peu près, c'est un Red Hat sans le support, c'est un Red Hat gratuit. Et là, actuellement, ils ont décidé d'arrêter complètement le développement de CentOS, et donc ça met vraiment à mal tous les projets, voilà, exactement, toutes les infrastructures en fait qui se sont basées sur système d'exploitation. Et ça arrive souvent, ça, finalement, que du jour au lendemain, on se dise c'est terminé. Alors ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense, et souvent sur des briques dont les gens n'ont pas conscience qu'elles existent, et qu'ils prennent conscience qu'elles existent le jour où elles sont plus supportées. Donc c'est un peu souvent ce qui motive les projets à se poser la question de la migration, et généralement c'est au cul du camion parce que c'est déjà trop tard, on a une date de fin qui est très très proche. Ouais, on a reçu un mail dans 3 mois plus supporté. Ah mince, on a investi des années dans le vent. Du coup, ça peut faire mal. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer en fait qu'une techno est pérenne? En fait, il y a des, je sais pas, on a des critères pour se dire cette techno, on est sûr qu'elle va durer ou pas. Alors, moi j'ai un avis sur le sujet, je pense qu'on n'en sera pas tous autour de la table du même avis, mais globalement, ce qui fait qu'une techno ne va pas être abandonnée, c'est globalement son adoption par le marché. Si vous avez une grosse adoption très très large du marché, avec énormément de développements qui sont faits dessus, il y a moins de chances que ça soit abandonné, ne serait-ce que par l'inertie qu'il faudrait pour la changer. Donc si vous prenez des technos, entre guillemets, des fois un peu plus anciennes, mais qui sont très solides, vous avez quand même plus de chances qu'elles restent dans le temps. Un Java, par exemple. Voilà, si on prend du Java, par exemple, on sait que il y a tellement de développements qui ont été faits en Java, ça risque pas de partir. Si vous prenez du C, par exemple, c'est au cœur de tous les systèmes d'exploitation du monde, donc ça risque pas de s'envoler. Et puis c'est aussi un peu, je trouve, l'avantage de l'informatique, c'est que même si la boîte qui a fait le produit à la base arrête, en fait, il y a tellement de communautés et de gens qui aiment l'open source et qui veulent faire continuer leur technologie, qu'il y a forcément une communauté qui va la prendre derrière et qui va continuer le support. Un peu à l'image de Java avec Oracle qui s'est mis à faire un JDK payant, et au final on a des open JDK, on a des JDK gratuits maintenant qui arrivent de partout. Mais ça c'est vrai que sur des projets qui sont vraiment vraiment utilisés massivement par la population, quoi. Et tu vois, AngularJS, par exemple, il y avait quand même beaucoup de monde qui avait pris le pas, non? Après, c'était au démarrage du... Ouais, AngularJS, oui, ça a fait très, 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 très mal parce qu'il y avait énormément de projets qui étaient partis sur cette techno qui était un petit peu révolutionnaire. Je mets des guillemets parce que c'était dans le contexte de l'époque, c'était vraiment un des premiers frameworks qui cadrait la manière de développer. On a démarré beaucoup de projets. Même nous, ici, en interne, on avait démarré beaucoup de projets. Et qui a eu des breaking change total avec les versions ultérieures. Mais comme souvent dans les nouvelles sortes de technologies, il y a souvent une ébullition au démarrage, et puis après faut pas être les premiers à partir sur les projets. Je pense qu'il faudra toujours le rappeler. Je sais que c'est pas notre métier de le dire, mais faut pas partir sur les nouvelles techno. Il faut laisser un petit peu le marché nettoyer le système avant de partir. Mais je pense qu'il y a eu un peu le même phénomène qu'on voit sur les gens qui essayent de faire juste des POC et du quick and dirty, comme disait Philippe. Google a voulu faire pareil en sortant un framework Angular JS. Il a vu que ça marchait beaucoup trop, mais il s'est rendu compte que ça pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait tout refaire, et au péril de toutes les applications. Mais ils ont pas eu le choix, sinon ils auraient juste pas pu faire évoluer le framework, et ça aurait été pire d'avoir un framework Angular JS qui puisse pas évoluer plutôt que d'avoir un vieux truc, plutôt que de continuer et de faire tout refaire aux gens. Après, c'est pas le sujet du podcast, mais la manière dont est conçue les applications actuellement, c'est-à-dire une séparation claire entre ce qui est front et ce qui est back, permet quand même de pas tout redévelopper. On a des technos historiques type Symfony ou JSF, où quand il fallait changer de tout au tout, c'était beaucoup plus compliqué. Là, il y a quand même une séparation. On jette la moitié du projet, mais on ne jette que la moitié du projet, ce qui est déjà un peu moins contraignant. À titre personnel, vous avez déjà parié, du coup, mis à part AngularJS, sur des technos pour des projets qui, finalement, des technos qui se sont arrêtés ou qui étaient... Je te vois, Philippe. Je souris parce que j'ai envie de citer... Parce que c'est pas encore l'année de Flutter. Ça va arriver. Ça va arriver. Non, mais il est pas mort. Il est pas vivant non plus. Il est pas vivant. Non, si on n'est pas parti dessus. Mais moi, je pourrais pas trop... Je sais pas trop, Xamarin, si ça marche vraiment...
Tout ce qui est un peu cross-platform, j'ai l'impression que ça a du mal à démarrer. À part React Native. À part React Native, qui ouais. reste, Ouais. ouais. Mais moi, non. Moi, j'ai toujours fait. Moi, je fais beaucoup React et Angular et pour l'instant, ça va. Ça tient. Bah, moi, j'ai parié sur AngularJS, du coup. Ouais. Et du coup, c'était quand même un gros projet qu'on a fait tout sur AngularJS. Et du coup, on était un peu dégoûté de voir que la version 2, c'était vraiment une restructuration d'Angular. Mais heureusement que pour l'instant Google en fait a maintenu jusqu'à du coup cette année, la fin de cette année, AngularJS, mais pour après il faut quand même refaire jeter la moitié du projet qui est concerné. Mais du coup ça me posait un peu une question, c'est de me dire aujourd'hui finalement il y a les gros qu'on connaît, enfin du Java, du C#, etc. Il n'y a pas de nouvelles techno finalement qui peut émerger, ou en tout cas sur lesquelles... Si, il y en a énormément. Si, Je veux dire, dans les frameworks JavaScript, vous tapez framework JavaScript, toutes les semaines, vous en avez un nouveau, hyper cool, hyper Jones, qui fait tout mieux que l'ancien. Nous, c'est pas la culture interne de partir sur ce truc-là, parce qu'on connaît la pérennité de ces choses et que généralement, c'est abandonné dans les 2 ans. Dans le monde du PHP, c'est pareil, il y a énormément de frameworks il y en a autant qu'on peut imaginer. Du côté de Java, il y en a aussi beaucoup. Hein. On a des nouveaux frameworks type Quarkus ou des choses comme ça qui permettent de faire des microservices sur lesquels on n'est pas encore allé, mais il y a quand même aussi beaucoup de tentatives. Même de tentatives, ouais. Mais typiquement, est-ce qu'on pourrait conseiller, je sais pas, s'il y a une petite application à faire pour un événement et qui sera du jetable? Bon, ce qu'on conseille pas quand même de faire du jetable, mais moi je conseille du quand React. ça arrive, est-ce qu'on se fait plaisir sur une nouvelle techno pour tenter? Alors, c'est pas franchement la culture de la maison, parce que dans 80% des cas, la petite application jetable se transforme en finalement un méga l'application de fou, et que même l'application jetable pour un petit salon se transforme, qu'il y a un salon l'année prochaine et qu'on va le redémarrer. Donc la culture chez nous, c'est plutôt de se dire construisons les choses sereinement et bien. Parce qu'en fait, finalement, le temps que vous soi-disant gagnez en utilisant une nouvelle techno qui est soi-disant plus cool et qui va plus vite, c'est du temps souvent que vous perdez, et 10 fois plus à la suite. Oui, puis au final, quand on a l'habitude, si on veut faire un petit projet jetable rapide, c'est pas plus long de le faire. On prend une technologie qu'on connaît déjà et c'est beaucoup plus rapide que d'apprendre une nouvelle technologie. Donc après moi, quand on faisait des projets de Noël au sein d'Axopen, j'ai commencé à faire en React, qui à la base n'est pas un petit nouveau framework, mais que j'en avais jamais fait. Et au final, c'était un petit peu mon terrain de formation. Et maintenant, je fais que ça en React parce que je trouve que c'est très bien pour faire des petites applications rapides et avoir un rendu très rapidement. Mais le problème, c'est que quand on veut faire quelque chose rapidement, on peut pas se permettre. Enfin, je trouve que c'est compliqué d'apprendre un tout nouveau langage parce qu'on perd trop de temps à l'apprendre alors qu'on veut juste avoir quelque chose de rapide. Et t'as aussi la comparaison où tu te dis, putain, ça, je pourrais le faire en 4 secondes en un React, et là, faut que j'aille traîner sur Stack Overflow, sur tous les tutos du monde. Donc, moi, je trouve que j'ai de plus en plus de mal à apprendre une nouvelle technologie de zéro. Mais c'est mon côté vieux. Il commence à vieillir. C'est ça. Il commence à être bien confortablement installé. C'est ça, je suis bien dans mon Angular React Vue, mon trio. Ça marche. Au-delà du coup de la pérennité un peu globale du marché des langages, il y a des évolutions du coup au sein même par contre des technologies qu'on appelle plus du coup des montées de version. Aujourd'hui du coup, donc on va parler un peu plus technique là sur ce pan, mais une montée de version du coup concrètement c'est quoi, comment ça se passe? Alors je pense qu'il faut revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'empilement de toutes les technologies. Les montées de version, elles apparaissent à tous les niveaux des technologies. Donc, pour faire très simple, dans la majorité des applications, vous avez votre système d'exploitation. Dessus, vous avez l'interpréteur de votre langage de développement, une machine virtuelle potentiellement. Et là-dessus, vous avez votre code qui s'applique, d'accord, à travers un framework. Généralement, c'est ça. Vous avez 5-6 couches avant de ce que réellement le développeur va taper. Donc, il faut comprendre que toutes ces couches qui sont en dessous de vous, elles ont leur propre cycle de vie et leur propre montée de version. Tout à l'heure, Ferhat en parlait, le système d'exploitation. Donc là, dans le cas tu parlais tout à l'heure de CentOS, lui, il a son propre cycle de vie avec des montées de version majeures, mineures, correctif de bugs, sécurité, tout ce qu'on veut dire. L'autre langage, qui est le langage de développement de base, on va parler de Java, on va parler de C#, on va parler de JavaScript, ce genre de compagnie, il a son propre cycle de vie. D'accord. Généralement, il évolue un peu moins vite que les autres. Et au-dessus de ça, vous avez toutes les librairies et le framework. Et les frameworks que vous allez utiliser. Et cela, généralement, évolue un peu plus vite. Et enfin, vous avez le code que vous développez qui évolue au rythme de vos applications. Donc, il faut comprendre qu'il y a toutes ces couches qui sont en dessous de vous. Et en fait, l'objectif majeur pour avoir une application pérenne, c'est de maintenir toutes ces couches à peu près à jour. Voilà. Ce qui doit faire beaucoup de travail parce que il faut suivre quand même toutes ces couches, comme tu l'as dit. Il faut suivre toutes ces couches. Alors, pendant longtemps, je pense qu'il y a un monde avant
les systèmes cloud et un monde maintenant qu'on a les systèmes de type Azure, AWS. Pourquoi je dis ça? C'est qu'avant, tout ce qui était en dessous de votre code, c'est-à-dire le système d'exploitation, la JVM, les bases de données, tout ce qui était en dessous de vous, c'était vous qui faisiez les mises à jour ou votre équipe infrastructure en interne qui s'occupait de faire les mises à jour. Maintenant, dans 80% des cas, vous allez mettre ça dans un conteneur, un micro-conteneur, ce que vous voulez, sur une solution de type Azure ou AWS. Et en gros, tout ce qui est en dessous de vous, c'est le provider de cloud qui va s'en occuper. Ça a un gros intérêt, c'est que vous n'avez plus à vous mettre les mains dans le cambouis de faire ces mises à jour-là. Ça a un désavantage majeur, c'est que vous ne maîtrisez pas la vitesse avec laquelle il faut les mettre à jour. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez votre petit développement qui est développé dans une version de PHP en Symfony, grosso modo, ce qui est en dessous de vous, c'est mis à jour par le système cloud et leur cycle de vie d'Azure ou d'AWS, c'est le leur. Donc, c'est-à-dire que s'ils disent on arrête le support de ces VM-là le 15 octobre, vous prenez votre application, elle s'arrête si vous n'avez pas fait les mises à jour. Mais par contre, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de faire les mises à jour en dessous. Donc, pour ça, il y a deux visions du monde. Il y a une version où on maîtrisait tout. Donc, en fait, on avait beaucoup d'applications qui ne montaient pas de version. Il n'y avait pas de mise à jour. Pendant des années, on ne mettait pas à jour les applications. Et puis, d'un seul coup, on faisait un projet pour mettre à jour. Maintenant qu'on a les systèmes cloud, on est obligé de suivre presque au cul du camion, si je puis me permettre, les montées de version des systèmes Azure et AWS. Et dans ce cas-là, on doit l'inclure dans le cycle de projet, de mettre à jour son application et de la maintenir up-to-date. Et comment tu fais pour suivre et finalement pour pas passer à côté d'une montée de version? Il y a vous mettez en place des alertes. T'as des alertes automatiques ou t'as des. Alors, c'est pas si rapide que ça. Et en général, ils supportent 2 ou 3 versions d'avance. Par exemple, si je prends GCP, donc Google Cloud Platform, et Node, ils ont arrêté le support de Node 8 l'année dernière, sachant qu'on en est à Node 14 maintenant. Donc, ils sont pas non plus à passer sur une nouvelle version et dire à toutes les versions d'avant, stop, on arrête. Ils ont quand même un minimum de... Je pense ce qu'on peut dire ici, c'est qu'en informatique, globalement, il faut se mettre dans l'idée qu'il y a une version tous les 6 mois. C'est à peu près ça, le cycle. Tout le monde s'est calé à peu près sur ce cycle-là, une version tous les 6 mois. Par contre, ce qu'on va appeler les versions LTS, donc il y a 2 types de versions. Il y a les versions rapides de mise à jour et les versions LTS, Long Time Support, qui sont généralement 3 ans. Globalement, c'est 3 ans. Donc vous avez des cycles de vie, si vous voulez être à peu près calé sur les LTS, qui sont vraiment la voiture balai, de 3 ans. D'accord. Donc il faut se dire qu'il faut faire des montées de version tous les 3 ans minimum, vraiment minimum. Et le mieux, c'est de suivre petit à petit l'évolution des technos. Parce qu'il y a aussi 2 types de montées de version. Les montées de version où on fait npm install et ça fonctionne. Et il y a les montées de version breaking change où il y a des choses qui ont disparu, où il faut réécrire votre code. Et ça, c'est plus les versions LTS, comme disait Philippe, qui sont des versions où si on les fait pas, on est obligé de suivre vraiment parce que sinon, le code ne marchera plus du tout. Parce que je voulais dire, est-ce que toute montée de version, du coup, est bonne à faire finalement? Ou est-ce qu'on se pose la question en amont pour étudier? On va prendre un cas très concret qu'on a aujourd'hui sur une application. Et Java 17 est sorti. Ça n'aura manqué à personne que c'est sorti en septembre. Sauf que rien n'est prêt pour Java 17. C'est-à-dire que le langage est prêt, donc on peut l'utiliser. Par contre, les frameworks Spring ne sont pas encore supportés. La sonde de monitoring que vous allez mettre en place, l'application Insight, n'est pas encore supportée en Java 17. L'hébergeur qui est Azure n'est pas prêt non plus à faire du Java 17. Donc en gros, rien n'est prêt. D'accord. Donc, faut pas se jeter sur les nouvelles versions parce qu'il faut attendre que tout l'écosystème, aujourd'hui, il y a vraiment une interconnexion de plein de briques, soit prêt à utiliser une nouvelle version. Et puis, il y a aussi des briques qui sont plus importantes à mettre en jour que d'autres. Par exemple, si je prends un framework JavaScript, les nouvelles versions vont juste vous apporter de nouvelles fonctionnalités, mais si vous voulez pas vous en servir, ça sert à rien. Tandis que si on prend un OS ou quelque chose qui est plus près du réseau, ça peut être ultra important parce qu'il y a des mises à jour de sécurité qui sont faites et qui peuvent empêcher votre application soit de tomber, soit de se faire pirater ou quoi que ce soit. Donc il y a plus des mises à jour qui sont importantes que d'autres. Tout ce qui est front, on va dire, on s'en fout entre guillemets, tant qu'on veut pas utiliser les nouvelles fonctionnalités. Tandis que tout ce qui est un peu plus serveur, un peu plus près de l'OS, il faut quasiment pas absolument les faire, mais il faut s'y mettre rapidement. Vous avez un mauvais souvenir d'une montée de version? Quelque chose qui s'est mal passé ou qui a tout pété? Est-ce qu'on a un bon souvenir d'une montée de version? Après, il y a des technos qui sont, par culture et par construction, plus faciles de monter de version. Vous prenez les grands frameworks de développement Java et tout ce qui va tourner autour de C#.NET, ils ont dans la culture des langages d'entreprise et ça monte. C'est-à-dire que c'est pas trivial, mais ça monte. Vous avez des langages qui historiquement sont plutôt orientés rapidité et compagnie. Genre Swift. Quoi? Swift. Ouais, qui est une époque, pour le langage pour faire de l'iOS, qui est une époque faisait une nouvelle version tous les ans et à chaque fois, il fallait réécrire quasiment tout le code. Et du coup, on finissait à peine de faire une mise à jour de version, qu'il y avait une nouvelle version qui sortait
Et pendant 3-4 ans, ils n'ont pas arrêté. PHP a fait d'énormes breaking change entre les versions, c'était un cauchemar. Et c'est insupportable, je veux dire, pour la vie d'un projet. Ils s'en foutent. Enfin, c'est des gens. En fait, c'est le genre de choses. Ils savent que les gens vont être obligés de le faire, donc ils s'en foutent que. Ouais, ils s'en foutent. Mais du coup, quand tu fais un choix de technologie, tu prends pas ça. Quoi. Du coup. Mais il y en a qui n'ont pas le choix. Tu vois, par exemple, tu prends l'exemple de Swift. Les gens n'ont pas le choix de partir sur Swift. Non, faire de l'iOS. Et PHP, c'est un peu pareil. C'est tellement inclus dans les. Enfin, plus trop maintenant, mais à une époque, il y avait quasiment que PHP pour faire des applis web. Ouais. Donc ils étaient en mode tant pis, les gens suivront. Ouais, puis ils n'avaient pas la culture de faire attention à ça, quoi. Et aujourd'hui, ça a changé quand même. Ils font un peu plus attention, il y a moins de grosses révolutions. Les dernières versions de PHP, si tu prends un exemple, ça monte plutôt correctement. Après, c'est plutôt les frameworks qui ont des montées de version un peu plus compliquées. Dans l'univers de Java, c'est toujours, de toute façon, le Java est rétro-compatible depuis la version 1. Ouais, et en fait, ils ont rien. En fait, ils mettent des fonctions qui sont, entre guillemets, dépréciées, donc qu'il faut plus utiliser, mais elles sont toujours là. Donc, en fait, le code a quasiment jamais besoin de changer, c'est juste que, idéalement, il faut mettre à jour, mais on n'est même pas obligé. Java, c'est vraiment un bonheur. Après, Angular, il y a eu des grosses montées, des grosses breaking changes, surtout, du 1 au 2 et du 2 au 4. Mais depuis, j'ai pas eu de problème à monter de version Angular. Depuis, ça suit bien. Mais aussi, on s'est mis, sur Angular, on s'est mis dans le rythme des 6 mois et on fait des mises à jour tout le temps, quoi. C'est vrai que depuis la 2, tout le monde a eu peur et s'est dit merde, on va se faire casser la gueule tous les 6 mois. Et du coup, on le fait, mais au final, ça va bien. J'ai déjà fait des 8 à 10 et tout, et ça va plutôt bien. Vous avez des bonnes pratiques à partager sur comment est-ce qu'on gère bien une montée de version ? Alors, c'est le sujet, on nous demande souvent, combien de temps il va falloir pour faire une montée de version ? En vrai, tant que vous l'avez pas fait, vous savez pas. Enfin, franchement... C'est plutôt en monte de version. On monte des versions et après on teste vraiment les fonctionnalités de base, on teste est-ce que tout va bien, est-ce que vraiment le système n'a pas bougé, est-ce qu'on n'a pas des régressions. Et puis aussi par exemple, comme disait Arthur, c'est par exemple tout ce qui est déprécié, en fait, c'est mieux de le virer, de le remplacer par les méthodes de remplacement. Parce que peut-être sur cette version, c'est déprécié. Peut-être la version d'après, ça va être complètement enlevé. Et donc, quand on suit un cheminement c'est-à-dire de montée de version progressive, déjà, à la longue, on aura beaucoup moins c'est-à-dire de charge de travail. Même si on parle par exemple de Java, si on passe de Java 5 à Java 11, il doit y avoir beaucoup de travail si on passait petit à petit progressivement. Ouais, donc c'est un conseil qu'on peut donner aujourd'hui, c'est de suivre, de peut-être pas attendre. De suivre. Et alors, je pense qu'un truc qui s'est beaucoup amélioré par rapport aux versions, à ma jeunesse. Ton historique. C'est que maintenant, on a quasiment tous, dans tous les projets, un gestionnaire de package. Que ce soit NPM côté JavaScript, que ce soit Gradle, Maven. Ouais, tous, il y a ça, ou Composer en PHP. Et du coup, vous pouvez généralement connaître toutes les librairies que vous utilisez dans votre projet et vous savez exactement le delta que vous avez avec la dernière version. Donc, vous pouvez quand même avoir une idée de ce que ça va représenter comme travail. Même si il faut le faire pour le... souvent, dans les montées de version, c'est classique, c'est-à-dire que 99% se passe bien, et t'as la pauvre librairie qui n'a pas fait sa montée de version. Il y a toute mon appli qui repose là-dessus. Qu'est-ce que je fais ? Je change, j'attends. Alors, je sais pas, c'était la rubrique on donne des conseils ? Oui. La rubrique on donne des conseils, moi, c'est la même conseil que je donne à tout le monde, c'est le moins de librairies que vous avez dans votre projet, le plus facile ça monte. Donc, utilisez le moins possible de trucs que vous trouvez sur Internet, le moins possible de rajouter de librairies Java, le moins possible de packages, de NPM et tout ça. Et en particulier dans le monde du JavaScript, parce que le monde du JavaScript, même si Arthur me contredira, c'est quand même plus un monde de bricoleurs. Non, je suis d'accord. Et du coup, t'as plein de petites librairies à la noix développées par deux tout et n'importe quoi. Il y en a juste pour faire des comparaisons entre deux tableaux. Il y a des librairies pour faire des regex de date, pour récupérer la date. Il y a des librairies alors qu'on peut le faire. Enfin, nous-mêmes en 2 lignes de code, quoi. Et c'est plus de la flemmardise qu'autre chose. C'est un mec, un jour, il a fait sa librairie dans son coin, il l'a publié. Et puis les gens, maintenant, par défaut, ils tapent npm date regex, ils le prennent et basta, quoi. Mais c'est vraiment pas une bonne pratique parce que tu sais pas, ça se trouve, le mec, il a fait ça, déjà, il a fait n'importe quoi. Ça se trouve, en plus, vu qu'il y a des dépendances de dépendance, ça se trouve, lui, il fait une dépendance d'une librairie qui n'est plus supportée, ou qui a des problèmes de sécurité, ou qui a des trucs comme ça. Et il faut vraiment le moins possible. Ouais, le moins possible. Et le mieux, c'est d'avoir des librairies qui sont vraiment des grosses librairies, type les @Angular, type Bootstrap, etc. Des trucs dont on est sûr que c'est des grosses boîtes, entre guillemets, derrière. Mais ça limite un peu le risque. Ouais, c'est ça.
Et avant de clore le sujet, vous pensez comment ça va être géré du coup dans le futur les montées de version? Est-ce que ça va rester comme c'est à l'heure actuelle, parce que ça a déjà donc un peu progressé, ou est-ce qu'on va avoir encore des breaking change, des choses comme ça? Des breaking change, il y en aura tout le temps. Ouais. En gros, je pense qu'il faut séparer il y a 2 temps dans l'informatique. Il y a le temps des innovations de rupture qui arrivent pas souvent. Alors, quand les frameworks les frameworks JavaScript sont arrivés, c'est vraiment une évolution de rupture. Donc là, il faut à la fois pas se précipiter et essayer de faire les bons choix. D'accord? Et puis il y a le temps de la maturation des technologies. On est plutôt dans ce temps-là où on sait que il faut monter de version. Il y a des nouvelles versions, mais on va pas avoir de breaking change. Aujourd'hui, à horizon 3-4 ans, on va pas faire de. Il y a peu de chances qu'il y ait des. Ça devrait être plutôt tranquille. Non, parce que le marché des périphériques est stable. C'est-à-dire, on sait à peu près les téléphones qui existeront sur le marché. On sait à peu près les navigateurs. Enfin, je veux dire, il y a pas de nouvelles technologies fondamentales qui va arriver. Par contre, là où je pense que ça va évoluer, c'est que les fournisseurs de cloud, en termes de sécurité, ont des exigences très très fortes et vont pousser tous les éditeurs, enfin tous les gens qui font du développement, à maintenir au maximum leurs applications, avec comme ce que vous avez un petit peu sur Apple, c'est eux qui ont donné finalement le là, c'est-à-dire que vous êtes obligé de suivre les mises à jour tous les ans pour être capable de fournir l'application sur le store, et ce sera la même chose dans les fournisseurs de plateformes type Azure, AWS ou GCP. Les prochaines années, focus sécurité du coup. Sécurité et mise à jour, ouais. Enfin, en fait, on se rend pas compte, mais on passe énormément de temps en informatique à maintenir le parc informatique. Et plus vous avez un parc informatique grand, plus il faut le maintenir. Forcément. Vous faites les bons choix. C'est beau comme conclusion. Bon, merci du coup pour votre avis sur le sujet. On va passer maintenant du coup à la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Philippe, je crois que tu avais un retour d'expérience à nous faire. Alors je sais pas encore si ça va être un coup de cœur ou un coup de gueule. On fait un truc en 2 épisodes, quoi. Ah ouais. Non, j'ai reçu ma tablette Remarkable 2. Qui est une tablette de lecture et d'écriture comme une tablette de lecture, quoi. Et franchement, c'est fantastique. Donc, je l'ai fait tester à plein de gars au bureau et c'est vrai que c'est complètement dingue là-dessus, quoi. C'est complètement fou. Ouais. Et le retour que j'en ai, c'est qu'en termes d'écriture, c'est génial. Moi, j'utilise tout le temps et je lis énormément et c'est vrai que c'est très agréable de lire dessus. Et du coup, t'es lié à Internet ou t'as... Ouais, tout est lié à travers un cloud. Sur ton Kindle et puis avoir tous tes livres. Ouais, alors en fait, petite subtilité, les livres Kindle ont des DRM que ne gère pas la tablette. Donc il faut passer vers une petite application. Voilà, c'est-à-dire que j'achète vraiment les livres, mais je suis obligé d'enlever les DRM des livres. Bon, ce qui n'est pas d'une grande complexité. Ça se fait. Nous ne détaillerons pas ça ici, mais voilà, c'est possible. Ça veut peut-être dire que Amazon va sortir leur propre tablette outre que Kindle. Ils ont Kindle. Énormément d'avance sur la partie écriture et qui sont pas prêts. Ah ouais, sur la partie écriture. Ouais, c'est vraiment sur la partie écriture que la tablette Remarkable est très bien. Parce que à la base, les tablettes comme ça, c'est Kindle qui les ont sortis en premier, je crois, et c'est... Non, c'est eux qui ont sorti les moins chers et les mieux au moment, mais c'est pas les premiers à les sortir. D'accord. Toi, Arthur, t'as un coup de cœur, coup de gueule? Parce que moi, j'ai préparé, moi, j'ai bossé. Moi, j'ai un coup de cœur dont on peut parler aujourd'hui, c'est un coup de cœur et coup de pub. On a lancé du coup très récemment notre BD Billets d'humeur. Donc je voudrais faire juste un coup de cœur à Marie Landreau, du coup, qui est notre illustratrice. Le concept, c'est que chaque semaine, on partage du coup un billet d'humeur sur le quotidien des développeurs de notre équipe. Et voilà, elle a fait du super boulot et on a des bons commentaires pour l'instant. Donc merci Marie. Merci Marie. Bon, du coup, cette fois, je close sur ma propre parole. C'est horrible. Camille, elle fait l'introduction, la conclusion, la synthèse, tout, quoi. Puis donc, je serai toute seule au micro. Monologue, bonjour. Du coup, merci à tous d'avoir participé. Merci Ferrat. Je suis déçu qu'on n'ait pas lancé Ferrat sur un coup de cœur, coup de gueule. Ouais, tu m'as lancé moi, mais t'aurais dû lancer Ferrat. Mais il était pas prêt, j'avais pas envie de le mettre mal à l'aise. Prochaine fois. Bon, après, le coup de cœur, c'est que la semaine dernière, il y a 2 semaines environ, j'ai fait une montée de version d'une application. Et tout s'est bien passé. En tout cas, pour l'instant. En plus, il est dans le thème, génial. Voilà. Super. Il est bon, ce nouveau. Tu reviendras une prochaine fois. Bon, merci à tous, du coup, d'avoir participé, et à vous tous de nous avoir aussi écoutés. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! 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 Salut!